Bonjour chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue sur le podcast de Where We Go. Where We Go, c'est le collectif de freelance qui accompagne les pros du tourisme dans la production, les opérations, la vente ou encore le marketing. Je suis Alexis Ancinas, membre du collectif Where We Go et j'accompagne les acteurs du tourisme dans leur transition technologique. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Vincent Paulin. Bonjour Vincent. Bonjour Alexis. Donc Vincent, tu es entrepreneur et spécialiste de la travel tech et de l'intelligence artificielle appliquée au tourisme avec ta cofondatrice Molina, cofondatrice et compagne. Tu as créé CocoOp, une plateforme collaborative d'OPALIA à destination des agences, des DMC et des tours opérateurs pour les assister dans la distribution et la production de voyages. Et donc depuis Station F où tu es incubé, tu développes une vision très concrète de l'agent de voyage augmenté. On va revenir là-dessus, on va voir exactement ce qu'on entend par là. Et pour commencer la discussion, j'aimerais savoir pourquoi tu as fait le pari, sachant que tu viens de la tech et pas du tourisme, pourquoi tu as fait le pari de l'agent de voyage augmenté plutôt que de l'outil au service des voyageurs. Alors, c'est très simple. On est parti tout d'abord d'un outil pour les voyageurs, au service des voyageurs. C'est là d'où est né CocoOp initialement, par un besoin avant tout personnel, comme beaucoup de startups, ça commence par un besoin personnel qu'on essaye de solutionner. Et on s'est rendu compte petit à petit que le monde du tourisme était beaucoup plus large que ça allait beaucoup plus loin. Et en voulant faire tester notre outil à un monde varié, donc que ce soit des particuliers ou des professionnels qu'on rencontrait petit à petit, on est allé à l'IFCM et on a découvert, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin à adresser auprès des professionnels. Donc on s'est dit que pourquoi ne réserver qu'aux particuliers ce que l'on est en train de développer alors que ça pourrait servir aussi à des professionnels. Donc c'est là où est vraiment née cette histoire. Et on a compris qu'il y avait un réel besoin auprès de ces professionnels qui n'avaient pas accès au final à tout ce qui avait été développé et tout ce qui avait été créé pour les voyageurs. Donc c'est vraiment de là qu'est né CocoOp et on s'est dit ben, allons-y, travaillons avec les professionnels main dans la main pour créer CocoOp, un outil qui va nous permettre de mettre à disposition l'intelligence artificielle pour les professionnels du tourisme. Et je dis quelque chose qui est moyennement vrai d'une certaine manière. CocoOp n'est pas juste un outil, c'est un véritable système qu'on a développé pour les professionnels. Donc, c'est pas un outil parmi d'autres. C'est un système complet qu'on appelle le Travel Operating Intelligence System, un TOIS tout simplement, qui va permettre d'épauler les professionnels du début à la fin dans la distribution et la production de voyages. Super intéressant. Donc ce que tu veux dire, c'est que ton approche et surtout ce que tu as réalisé en mettant les pieds dans le tourisme, c'est que le voyageur avait accès à des outils plus performants que l'agent de voyage pour la création de son voyage. Clairement, c'est un véritable constat, on le voit de plus en plus avec les OTA type Booking, Expedia ou autres, qui ont développé de plus en plus de choses. On le voit aujourd'hui avec ChatGPT par exemple ou Gemini qui développent énormément d'outils pour les particuliers, pour les voyageurs, pour créer leur voyage. Et c'est de la techno qu'on ne retrouve pas au final dans tous les outils pour les professionnels. Et c'est là où c'est dommage, c'est pourquoi on ne travaille qu'avec les voyageurs en se disant c'est une évidence quand on est start-upper et justement en venant de la tech, n'étant pas du tourisme, on s'est dit bah oui, effectivement, on va se tourner d'abord vers le voyageur, le consommateur final, parce que c'est une évidence, qu'il y a un vrai besoin réel. Mais au final, on se rend compte que le besoin, il est beaucoup plus fort que ça. C'est qui crée les voyages de manière très concrète, c'est les professionnels du tourisme. C'est pas que les voyageurs. On va pouvoir se créer tout seul, effectivement, un city trip à Berlin, à Rome ou autre en tant que Français, par exemple. Mais c'est beaucoup plus dur de concevoir un voyage au Guatemala, au Pérou, même au Japon, même si ça devient de plus en plus accessible. On peut rater 1 milliard de choses en le faisant soi-même, tout comme on peut en être satisfait, mais on ne sait pas ce qu'on rate. D'où le fait de passer par des agents de voyage professionnels, que ce soit ceux qui font la distribution ou ceux qui font la production, donc les réceptifs, ou même les tours opérateurs. Donc c'est eux qui vont nous aider à accomplir entre autres ces rêves. Pour certains, c'est des voyages d'une vie. Quand on part à Tahiti, on va pas se dire, tiens, je vais aller voir sur Booking quel gîte je peux avoir, quel hôtel je peux avoir à Tahiti. Non, on a envie de vivre une expérience et c'est là qu'on se tourne souvent vers un professionnel. Donc, il y a pléthore de professionnels, il y en a plein, il y en a de tout type. Mais quand on constate que certains pros sont déjà très bien outillés, donc tant mieux, et ça évolue encore, mais la plupart,
on les retrouve encore sur des outils type Word, voire même du papier crayon pour faire de la production et sur de l'Excel ou avec des outils plutôt anciens qui font très bien le travail, mais qui mériteraient d'être mis au goût du jour pour la partie technologique. Donc là où on voit que les voyageurs, eux, bénéficient déjà de toute cette techno, y compris bien sûr l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est dans la poche de tout le monde. Mais il y a des outils qui existent au-delà de Word et Excel et le papier crayon. Euh, Euh, je pense à des outils qui sont assez anciens, comme spécifiques aux agents de voyage, comme MB3M. Je pense à ESUS, je pense à des outils plus récents comme Odys, je pense à des choses plus tour opérateur et plus enfin toutes les Expedia, les différents GDS pour la réservation des vols. Enfin, il y a des outils aujourd'hui qui existent. Bien sûr. Quelle est vraiment la douleur? Enfin, je te pose cette question en connaissant un peu la réponse, mais pourquoi ces outils-là ne conviennent pas? Ou est-ce qu'ils sont vraiment utilisés? Pourquoi est-ce qu'on est toujours au papier crayon quand on peut avoir déjà des outils existants? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il manque quelque chose? Et surtout, sachant que ces outils existent, pourquoi est-ce que tu dis que les voyageurs ont quand même accès à des outils qui sont plus performants? Mhm. Alors il y a plusieurs choses. Ces outils-là sont très bien, ils font le travail, mais nous, ce qu'on a voulu redonner ou raviver chez les agents de voyage en créant CoCoop, c'est aussi leur permettre de vivre pleinement leur métier du tourisme, d'agent de voyage, de faire de la production, en étant vraiment concentré sur le voyage en tant que tel. Que ça soit un outil type Excel ou des plus récents ou vraiment plus spécifiques comme tu les as cités, ça reste des outils qui vont demander beaucoup de pratique, beaucoup de temps, et on se rend compte que ce sont des tâches de production pure et dure. Donc vraiment produire, 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 créer, remplir des tableaux à l'infini, de manière vraiment rébarbative parfois, faire des copier-coller dans tous les sens. Nous, on s'est dit, c'est plus possible. Quand on voit qu'aujourd'hui, ben justement, on peut faire des recherches sur Internet, on peut créer avec l'IA, on peut chatter, on peut converser, on peut obtenir tout instantanément en tant que voyageur. On se dit, les professionnels, pourquoi ils n'ont pas ça, eux aussi? Et c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur aussi, l'UX. On en parle beaucoup dans le monde du B2C, donc business to consumer, donc c'est-à-dire pour les consommateurs finaux, donc comme monsieur et madame tout le monde, comme tout le monde au final, quand on va sur Amazon ou n'importe quel autre site. Donc cette expérience utilisateur qui rend les choses simples, faciles. Donc vous prenez quelque chose de hyper compliqué et on en fait quelque chose de très simple grâce à une bonne expérience. Une bonne expérience, c'est une belle interface qui comprend le besoin et qui fait en sorte que quelque chose de très compliqué devienne extrêmement simple d'utilisation, à l'image d'un panneau de commande d'un avion, par exemple, qui peut avoir 50 000 boutons, chacun a ses fonctions, mais voilà, si on veut le rendre accessible, il faut savoir simplifier les choses. Et aujourd'hui, quand on est dans de la production de voyage ou agent de voyage, on passe notre temps à faire des devis, on passe notre temps à remplir des tableaux Excel. Et aujourd'hui, on s'est dit, ben non, le voyage, c'est pas ça. Pour nous, de notre point de vue, voyageur à la base, on aimerait bien que les agents de voyage puissent aussi retrouver un peu de goût et de couleur aussi dans ce qu'ils font. Donc c'est pour ça qu'on inclut beaucoup de visuels, beaucoup de photos dans CoCoop, pour donner goût au voyage que l'on est en train de créer aussi, voyager un peu tous les jours grâce à son métier. Je pense que c'est pour ça que beaucoup ont fait le pari de ce métier, de travailler dans le tourisme, peu importe à quel niveau, c'est de pouvoir voyager, même derrière son bureau, à travers des visuels et de la création d'expériences pour les voyageurs. Mais souvent, on a des outils où tu parlais d'expérience utilisateur, du X, euh, des outils pour les pros, c'est soit ils sont beaux et ils sont très lents, soit ils sont pas très beaux mais ils sont super efficaces. Ouais. Et ils sont pas très pratiques, mais justement, d'où le fait que je suis pro de cet outil-là. Je pense à certains GDS pour réserver les vols. C'est moche à mourir, il y a des trucs à connaître par cœur, mais c'est ultra efficace. Parce qu'il y a les habitudes, Et c'est ce qu'on recherche. notamment. Ouais. Dans l'expérience utilisateur, il y a l'habitude humaine, intrinsèque à l'être humain. Aujourd'hui, on est conditionné à utiliser un clavier, une souris, un écran. Ensuite, on est passé sur des téléphones mobiles. Demain, on passerait sur autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Mais ce sont beaucoup d'habitudes qui sont ancrées. Et l'expérience utilisateur se base dessus aussi. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose de très vrai, c'est la vitesse. Donc la vitesse d'exécution est extrêmement importante. Si on a un outil qui est lent à répondre, critère de frustration numéro un chez 100% des personnes qui travaillent.
C'est un outil lent, c'est une catastrophe. Aussi beau soit-il, aussi intuitif soit-il, si c'est lent à répondre, c'est pas possible. Donc nous, on tient aussi à mettre ça en avant. C'est quand on crée un produit comme CocoOp, c'est d'avoir un outil qui réagisse au quart de tour et qui puisse répondre très rapidement aux différentes demandes. Aujourd'hui, on a des pros qui font des recherches de prix pour des groupes ou quoi que ce soit. Ils vont sur Internet, ils vont chercher à droite à gauche. Non, demain, ils demandent à Teia, notre IA, de retrouver les prix, de retrouver de la disponibilité ou autre pour tel ou tel service. Ils ont la réponse en moins de 5 secondes. Donc, et là, c'est là que ça devient intéressant. On veut construire un itinéraire à partir de ce qu'on a l'habitude de faire en tant qu'agent de voyage. On demande à l'IA. Elle a connaissance de tout notre background, de tous les projets, tous les tour opérateurs avec lesquels on travaille, et elle va nous proposer directement la bonne solution, sans qu'on ait besoin de chercher. Ok. Et c'est là où on gagne du temps. Super. Bon, après, on va reparler un petit peu plus de CocoOp, mais Bien là, sûr. l'objectif étant aussi de se focaliser sur l'agent de voyage augmenté. Aujourd'hui, pour un agent de voyage, avec la technologie actuelle, avec les outils actuels, et pas uniquement CocoOp, mais d'une manière globale, Mhm. quelles sont les tâches qui peuvent être automatisées? Alors, il y a beaucoup de choses et ça peut aller de l'aide à la réponse à un email de la part d'un client ou même un email en interne avec les fournisseurs. On peut même automatiser ces réponses auprès d'un fournisseur ou auprès d'un client. J'étais d'ailleurs récemment la semaine dernière donc, à Montréal et j'ai pu échanger avec Jean-Philippe Duchesneau, donc je pense que tu connais peut-être, très sympathique, qui montrait comment lui, avec Voile en Voile, il optimisait son temps de réponse aux emails. Donc à chaque fois qu'il recevait un email, il demandait à un prompt ChatGPT de lui rédiger un brouillon de son email automatiquement. Comme ça, il n'y avait plus qu'à valider pour répondre plus facilement aux demandes de service client. Donc ça, c'est des choses que tout le monde peut faire avec l'IA, moyennant bien évidemment un peu de prise en main et d'accompagnement. Euh, mais pareil, après, il y a plein de petites choses comme du formatage de documents, de la recherche assistée. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'hallucinations sur les grands modèles de langage naturel comme ChatGPT ou Gemini, Claude ou Mistral, hein, j'en oublie d'autres, mais voilà, il y a de moins en moins d'hallucinations. Il y en a certains que j'estime meilleurs que d'autres sur ce sujet-là pour le tourisme, mais on peut se permettre d'aller chercher de l'information avec ces outils-là aujourd'hui, très facilement. Donc pour de la recherche d'information, des tâches simples, aujourd'hui on peut tout faire. Et ensuite, si on veut des choses Tu, plus de- compliquées, Tu conseillerais lesquels pour la recherche d'informations dans le monde sur du le tourisme? tourisme, principalement Gemini, pourquoi? Parce qu'ils ont la donnée depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ils n'ont pas besoin d'aller la chercher, elle est déjà chez eux. Donc en dehors d'avoir de la donnée de tous les sites web de la Terre, ils ont aussi Google Maps, qui est l'outil numéro un au monde aujourd'hui pour la donnée touristique. Que ça soit pour la recherche d'informations, de la photo, etc., ou de l'itinéraire, c'est l'outil numéro un. Donc, pour moi, il n'y a pas photo et tout est connecté derrière dans cet écosystème, ce qui fait que ça rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus sûres en termes de qualité de données. Et sur l'achat, donc Gemini connecté à Maps, ça c'est un gros avantage, mais sur la recherche d'infos, tu irais pas plutôt sur Perplexity? Alors, Perplexity, ça va être un outil, lui aussi, mais qui va croiser les données et les informations. Mais non, parce que j'irai plus sur Gemini sur la partie recherche, puisqu'on a ce qu'on appelle le grounding. Donc le grounding, c'est la recherche d'informations de manière sûre et certaine. Donc Gemini, en temps réel, va parcourir les différents sites concernés, faire les recherches comme le ferait un être humain sur Google de manière naturelle et croiser l'information pour toi. Donc il va faire ce travail. C'est exactement ce que fait Perplexity derrière, d'une certaine manière, avec ses sources à lui. Mais Gemini le fait aussi. Et en plus, il a la partie Maps qui fait que, voilà, une chose en amenant une autre, on a une information encore plus qualitative, à mon sens, sur le sujet. Ok. Bon, du coup, je t'ai coupé, désolé, sur les tâches qui peuvent être automatisées aujourd'hui. Donc, tu me disais. Enfin, je te laisse continuer si tu as les autres idées qui te reviennent. Pour moi, ça tourne vraiment autour de la productivité. Entre autres, faut se dire que tout ce qui est rébarbatif entre nous, chiant à faire, si je peux me permettre, au quotidien, doit pouvoir trouver une réponse avec l'aide de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on pense à des choses simples. De plus en plus, on va aller sur des choses de plus en plus évoluées. Puisque ma vision personnelle, et je pense que beaucoup partagent, c'est que l'intelligence artificielle va être là pour aider à faire disparaître tout ce côté de production un peu
difficiles, rébarbatifs, qui nous ennuient au quotidien, pour nous permettre d'être beaucoup plus créatifs, de nous éveiller aussi tous intellectuellement et dans notre créativité au quotidien pour créer, tout simplement, créer des choses. Et c'est là où on voit ceux qui vont le plus vite aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est ceux qui créent et qui pensent. C'est pas ceux qui cherchent juste à optimiser telle ou telle chose. Ça, c'est très bien, mais ça pourrait être repris et reproduit demain. Ce qui va marcher et ce qui fait du bien, finalement, avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut juste penser, imaginer. Et la partie difficile de création, ça va se faire tout de suite, grâce à l'IA. Après, on peut penser, mais beaucoup d'utilisation est faite sur justement aide-moi à trouver des idées, aide-moi à trouver, enfin sur une forme d'idéation. Comment est-ce que concrètement, comment est-ce que l'IA, enfin on va parler de l'IA générative des type Gemini, ChatGPT et compagnie, comment est-ce qu'elles peuvent t'aider à mieux penser et à mieux imaginer, parce qu'elles ont plus tendance à le faire pour toi et du coup à te rendre un petit peu plus feignant et ne pas trop le faire, non? Alors, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est un problème d'usage, je pense, qui est actuel. Euh, Dans toutes les IA, tu vas avoir une problématique majeure qui est la base de tout, c'est le contexte. Une IA, elle est là pour t'apporter la réponse que tu as envie d'avoir. Donc, c'est très simple, que tu la connaisses ou pas, cette réponse, elle est là pour t'y guider, t'y mener. Donc, si tu lui donnes suffisamment de contexte, elle va t'aider à réfléchir pour orienter ta réflexion, te faire des ouvertures, comme dans une discussion normale, mais après, c'est à toi de cadrer, d'orienter la réflexion. Si on parle de juste donne-moi des idées, oriente-moi, l'IA, elle va répondre la même chose à tout le monde. Donc, ça n'a aucun intérêt, sauf pour des sujets simples et évidents. Mais si on veut aller sur quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus complexe et aller chercher des réponses plus avancées, il va falloir contextualiser sa demande, il va falloir vraiment aller dans la finesse des choses pour justement apporter ce contexte supplémentaire à l'intelligence artificielle qui va créer ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation de toute manière. Que ça soit pour une recherche basique sur un sujet très commun ou dans le tourisme pour créer un voyage de A à Z. Donne-moi tes idées de voyage. Ok, on va partir, si on dit rien, on va juste partir à Bali, en Tanzanie, au Sri Lanka, j'en sais rien. Bon, c'est super, hein, c'est très bien. Mais si on donne un peu de contexte, bonjour, j'aimerais partir 3 semaines avec 3 enfants, 2 adultes de tel âge, on aime ça, 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 ça. On vient d'aller en Crète, donc me réemmène pas en Crète, et puis on a fait ceci, cela. Bon, là, on commence à donner de la matière. L'IA, elle va créer de l'hyper-personnalisation progressivement. Au fur et à mesure, on va discuter avec elle. C'est là où l'IA devient intéressante. Justement, c'est pour cadrer les demandes, orienter et faire ce processus de réflexion et de recherche pour toi. Et c'est un peu ce qu'on fait quand tu veux faire un voyage sur mesure, c'est un peu ce que tu fais avec ton agent de voyage en tant que voyageur. C'est les questions qu'il va te poser, c'est l'information que tu vas lui donner. Euh, donc en quoi, si le voyageur a- 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 apporte du contexte, lorsqu'il utilise l'IA qui est aujourd'hui disponible à tout le monde, euh, lorsqu'il l'utilise, il va avoir ses propres réponses. Pourquoi est-ce qu'il va faire appel à un agent de voyage? C'est une très bonne question et c'est effectivement la question que se posent beaucoup d'agents de voyage. Et nous, on a eu pas mal d'agents de voyage qui nous ont d'ailleurs fait la remarque Coco, vous n'allez pas le proposer aux particuliers voyageurs, j'espère. Et on leur dit non, évidemment. Et évidemment que la réponse est très sincère. On souhaite travailler uniquement avec les professionnels. Et en fait, ce qui va être important, c'est pas la réponse générique que va pouvoir apporter une IA en fait sur une demande, même très bien contextualisée, même très bien raffinée. C'est tout ce qui se passe derrière. Quand on vend du voyage, on vend pas juste une destination de telle ou telle manière, même si on va avoir l'agent de voyage qui va être là pour dépeindre le tableau aussi d'une destination. On n'a pas juste 3 photos à proposer sur un catalogue, on va raconter une destination. C'est là où les agents de voyage sont beaucoup plus forts qu'une IA pour transmettre de l'émotion, transmettre ce qu'ils ont pu éventuellement vivre au travers des Ductours et aussi pour apporter leur connaissance à elles, très personnelle, comme on le demande de toute manière à chaque fois auprès de ses amis avant de partir. Généralement, on part dans une destination qu'un de nos amis ou membres de la famille l'a déjà vécu, l'a déjà fait.
Et c'est pareil avec un agent de voyage, c'est comme une extension de ses connaissances, connaissances humaines, donc, et on va aller voir un agent de voyage pour savoir où est-ce qu'il a envie de nous emmener aussi, et qu'est-ce qu'il a envie de nous faire découvrir, et c'est ça qui est intéressant. Là, je parle de la partie distribution, et après, si on parle de la partie production, donc plus sur les agences réceptives ou sur l'UTO, sur les tours opérateurs, c'est eux qui vont créer le voyage. Ils vont pas créer des voyages à partir de choses évidentes que tout le monde connaît et que tout le monde trouve sur Internet. Ils vont créer avec leurs bonnes adresses, qui vont s'adapter à la personne qui crée le voyage, à justement tout ce contexte que l'on a donné. Aller chercher, donc comme je l'ai dit, les petites adresses, les petites aventures qui vont bien, tout adapter et faire un voyage vraiment aux petits oignons, hyper personnalisé au maximum pour ces personnes-là. Et justement, pour faire cette hyper personnalisation, aujourd'hui ça prend du temps. On le sait, c'est pour ça qu'il y a eu de moins en moins de à la carte, notamment et de sur-mesure qui a pu être fait au cours des dernières années, parce que ça prend beaucoup de temps, pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, on va pouvoir justement enlever toute cette partie production qui prend du temps pour pouvoir refaire ce travail de sur-mesure correctement et le reproposer de plus en plus souvent à la clientèle, je pense. Donc on a un agent de voyage augmenté qui a des outils à sa disposition aujourd'hui qui ne sont pas encore tout à fait optimum, mais qui sont en train de le devenir. Donc qui va être de fait plus performant. Euh, D'un autre côté, on a un voyageur qui lui a accès aussi à de plus en plus d'outils, qui vont lui permettre aussi de faire de plus en plus de choses par lui-même. Enfin, quelles tâches resteront profondément humaines si tout le monde est déjà ultra outillé, ultra connecté? Il y a une première chose, c'est qu'organiser un voyage, c'est pas juste faire appel à des outils. Je parle côté voyageur. Pour organiser son voyage, ça prend du temps, beaucoup de temps, même si on a beaucoup d'aide. Personnellement, nous, effectivement, on organise nos vacances avec notre propre IA, donc on gagne du temps, mais c'est surtout parce que on part en France, on part dans des destinations connues, donc c'est facile d'une certaine manière en tant que Français de partir sur son territoire, donc on a de bonnes réponses, mais on passe sûrement à côté de certaines choses. Bref, ça pour dire qu'organiser un voyage, ça prend du temps, même si on a l'IA qui va nous dire quoi faire, à quel moment et dans quel ordre. Après, il faut faire les réservations, etc. Ça, on n'y est pas encore. Ça arrive, mais on n'y est pas encore. Il va falloir vraiment tout mettre en œuvre et pas juste dire je veux partir à tel endroit, mettre les pieds sous la table et attendre que ça se passe. L'IA, elle fait pas encore ça aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Et de deux, donc une agence de voyage, de mon point de vue, quelle qu'elle soit, va permettre de répondre déjà à ce premier besoin, ce premier point, pain point. Deuxièmement, elle va apporter tout le côté humain au voyage. Donc c'est là où l'IA n'est pas là aujourd'hui et où on a besoin des personnes, des agents de voyage, c'est pour apporter tout ce côté humain, tout ce côté relationnel et tout le côté service client aussi. Même quand on a un problème sur place, on n'a pas envie de parler à une IA, même si ça peut aider à résoudre très vite au milieu de la nuit certaines problématiques. Mais derrière, s'il y a un vrai besoin concret, on va aller chercher un contact humain rassurant. Euh, c'est c'est hyper important quand on est dans une galère, dans un pays qu'on ne connaît pas, une destination qu'on ne connaît pas, d'avoir juste la voix de quelqu'un que l'on connaît, qui parle notre langue et qui est capable de nous sortir de certains problèmes. Donc, encore une fois, oui, on pourrait avoir l'IA qui va nous aider, nous orienter, mais l'humain reste encore extrêmement important là-dedans, dans cette relation. Et on le voit souvent, bah, les personnes qui ont fait un voyage avec une agence de voyage, bah, ils reviennent. Et ils reviennent où? Ils reviennent dans la même agence, souvent. Parce qu'ils ont créé un lien, en fait, avec l'agent de voyage. Et c'est ça qui est intéressant, qui est beau dans les relations humaines, je trouve. C'est de créer ce lien. Et même sur place, à destination, créer du lien avec des agences locales. Moi, je me souviens, je suis parti en vacances il y a 10 ans au Maroc. J'ai l'impression que c'était hier et mon agent local, moi, je le croise dans la rue, je le reconnais tout de suite et je suis très content d'aller échanger un thé à la menthe avec lui, quoi. Donc c'est l'humain avant tout, la relation client. Donc finalement, enfin, avec un agent de voyage augmenté, donc avec un agent de voyage qui a accès à des outils qui lui permettent de simplifier son travail de production, de simplifier son travail son tunnel de vente, de simplifier toutes ses tâches du quotidien et de ne plus avoir à faire tous ces copier-coller. Euh, mais aussi d'avoir accès à toute l'information sur la destination. Euh, Finalement, on n'a plus trop besoin que cet agent soit un expert de la destination ou du voyage, mais plus qu'il soit un expert des relations humaines et que ça soit. Enfin, qu'est-ce qu'on va attendre d'un agent de voyage demain? Quel va être son rôle? Sur quoi il doit se former? Quelles doivent être ses forces? S'il a accès à tous ces outils, qu'est-ce qu'on va attendre de lui?
C'est ce qu'on entendait encore, je sais plus, c'était ce matin ou hier, le CEO d'Airbnb qui en parlait. Avec l'IA, en fait, ce seront plus les outils, même si j'aime pas ce mot, qui feront tout demain. Non. Ceux qui feront la différence, c'est les êtres humains, ceux qui seront capables d'apporter un service humain qu'une machine ne pourra pas faire. Et c'est là où c'est extrêmement important. Et moi, si j'étais à la place de n'importe qui aujourd'hui, je me mettrais sur le côté humain des choses. Que ça soit voilà, sur le côté agence de voyage, le relationnel, sur la construction, la réflexion, l'écoute. Être attentif et l'écoute, c'est pas juste avoir un outil qui enregistre et qui retranscrit pour soi. Ça, c'est un outil, c'est une chose. Mais l'écoute, c'est avoir quelqu'un qui nous regarde, qui nous comprend et qui est capable de répondre derrière à des questions avec émotion, avec sensibilité et analyser vraiment le besoin du client. Donc pour moi, je me focuserai vraiment sur cette partie-là et sur le service client rendu, l'accompagnement, la fidélité, vraiment le service en tant que tel. C'est tout ce qui n'est pas faisable par une machine, entre autres, doit être travaillé et cultivé pour la suite, que ce soit dans le tourisme ou dans n'importe quel autre métier, tous les métiers, entre autres manuels ou artistiques. Et les relations humaines sont une forme d'art aussi, hein, de cette manière, ont un avenir, clairement. Donc aujourd'hui, si on prend un agent local, un DMC, un producteur de voyage, il va passer quand même une grande majorité de son temps à la production et une très petite portion de son temps à la relation avec ses clients qui sont souvent B2B ou etc. Aujourd'hui, un agent de voyage, un distributeur en France, va aussi passer beaucoup de temps sur ses emails, à converser, à aller chercher de l'information, à faire des copier-coller dans Excel ou à utiliser ses outils. Et il va passer une portion un peu plus importante que son temps quand même en relation avec son voyageur, son client, parce qu'ils souvent ils vont venir dans l'agence ou parfois ça va se passer par téléphone. Certains agents certaines agences qui font un peu qui vont de la production à la distribution vont ou qui sont sur place dans ce local vont le faire vont avoir beaucoup d'échanges avec leurs voyageurs par téléphone, mais vont passer quand même beaucoup de temps sur la création de voyages, la création du programme, la création des packages. Euh, Ce que tu me dis là déjà, c'est qu'aujourd'hui, enfin dès aujourd'hui, on- le, le- le- on- l'objectif est de davantage se focaliser sur ces interactions avec le voyageur, euh, donc qui se matérialisent par des rencontres physiques, qui se matérialisent par des échanges par téléphone, ça se matérialise aussi par des échanges par email et WhatsApp, parce que ça j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus en automatique aussi. Euh, ou est-ce qu'il faut les repersonnaliser derrière? Est-ce qu'on peut les envoyer directement ou pas? Enfin, comment ça se matérialise? Qu'est-ce que je dois faire demain, moi, si je suis agent de voyage, directeur d'une DMC ou directeur d'un tour opérateur? Comment ça se matérialise? Quelles sont les actions que je dois prendre en compte aujourd'hui pour m'assurer que l'humain est mis en avant, que j'ai encore une chose à apporter à mes voyageurs qui en plus que ce qu'eux vont pouvoir trouver sur les outils qui sont déjà mis à leur disposition et qui sont en train d'exploser d'un point de vue efficacité là, ces derniers mois. Alors, si je commence par la partie DMC, justement, je pense que c'est un premier point. De mon point de vue, ce serait continuer à explorer le territoire, continuer à développer l'offre, en fait, sur place. Encourager le territoire à proposer de plus en plus de choses, de plus en plus adaptées aux demandes, qu'elles soient modernes ou, pour ma part, je préférais revenir au traditionnel et à l'authentique un peu partout sur Terre plutôt que sur le tourisme moderne. Donc, je passerai du temps à essayer de redévelopper ça, reconnecter en fait les voyageurs avec un pays, une région, un territoire. Je pense que c'est aussi ce que recherchent les personnes quand elles voyagent, pour une grande partie d'entre elles, hein, pas toutes, hein. Mais c'est de se connecter avec son pays et sa culture. Donc je mettrai l'accent là-dessus, et une culture, c'est des êtres humains, avant tout. Donc je pense que la réponse est dite là-dedans. Et, euh, et après, pour la partie plus distribution, c'est vraiment passer du temps pour épauler les gens. Et il y aura toujours une chose qu'il faudra jamais oublier. C'est aujourd'hui, les gens, en tout cas la plupart qui font appel à des agences de voyage, c'est, je pense, dans deux cas, soit ils n'y connaissent pas, que ce soit la destination ou la manière de faire. Dans ce cas, ils ont besoin d'aide pour le faire parce qu'ils peuvent pas le faire seuls. Dans ce cas, ils font appel à une agence de voyage. Et comme tout, partout, si on est
aimable, qu'on prend le temps, qu'on prend soin de nos clients, ben, ils reviennent, c'est de la fidélité, ils parlent de nous aux voisins, etc. Et ça développe le commerce. Ça, j'apprends rien à personne. Et de deux, on a ceux qui sont plus dans du luxe, ultra luxe à mon sens, type Virtuoso ou autre, qui vont se dire je veux partir à tel endroit ou je veux partir en vacances. Faites, mais surtout, soyez aux petits soins, en fait. On a des retours d'agences où leur métier, c'est d'être aux petits soins et de répondre à la moindre demande, en fait, des clients. Et là, c'est un métier plus qui se rapproche de la conciergerie, certes, mais c'est un axe aussi à développer, je pense, pour une clientèle qui en a besoin, qui le demande et qui a les moyens, en plus de financer des voyages sur mesure, principalement. C'est quasiment que du sur mesure. On va pas, je pense pas en tout cas vendre du Fram ou autre à ces personnes-là, mais dans ce cas, il y a un vrai marché, il est là, il est très présent, bien plus qu'on ne le croit, et il se développe de plus en plus. On le voit, la quantité de nouveaux riches qui émergent à travers le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie, il y en a de plus en plus, donc il y aura de plus en plus de demandes là-dessus, et je pense que c'est un bon créneau aussi à aller chercher, puisque ça demande beaucoup plus d'humains que de connaissances pures en tourisme, donc c'est vraiment du service qu'on va aller chercher dans le monde du tourisme. Mais après, les outils vont pas permettre justement, enfin, ça a déjà commencé à être le cas euh, avec, enfin, ça a été le cas il y a quelques années avec l'arrivée d'Internet, avec le développement de certains outils, mais est-ce que aujourd'hui ça l'est d'autant plus, est-ce que justement cet accès à un service type conciergerie si on a les bons outils, est-ce que c'est pas du coup disponible à tout le monde? Aujourd'hui, enfin, je prends un exemple concret, là on parle de la conciergerie des petits soins. Si on est sur une conciergerie au sens où on l'entend pendant le voyage, où on va me recommander le petit hôtel qui va bien, qui correspond à mon profil, on va me proposer, quand j'ai un moment de libre, d'aller faire, je sais pas moi, un massage ou une activité particulière. Tout ça, ça peut être automatisé via WhatsApp ou via Oui, des mais outils. ça pourrait, mais par exemple, je ne vais pas m'embêter à aller appeler quatre salons de massage spa à destination. Je veux que ça soit quelqu'un qui s'en occupe et qui me renvoie juste par WhatsApp. Rends-toi à telle heure, tel endroit pour ta session. Et il aura choisi en fonction de moi exactement ce dont j'ai envie. Je sais que je ne serai pas déçu. On peut se dire oui, une IA, pourquoi pas? Pourrait appeler tous les salons, faire un booking, etc. et réserver le bon truc. Mais je pense pas qu'on ait la même qualité derrière de choix, de sélection. Et tout simplement, il y a pas ce contact, il y a pas en fait, la personne derrière, elle va même pas vouloir exprimer correctement son besoin. Je prends toujours l'exemple des virtuosos ou autres, c'est des personnes qui vont juste émettre un semblant d'idée, mais derrière, il faudra tac, capter, comprendre et exécuter la bonne chose. Et là, il faut vraiment connaître son client pour bien savoir ce qu'il veut aussi. Et là, j'aimerais faire un petit, qu'on commence un peu plus sérieusement à parler d'agentique, d'agent IA. Euh, En rebondissant là-dessus, aujourd'hui, là, depuis quelques mois, il y a eu un gros développement. Mhm, Enfin, il y a encore un an, on se disait, bon, ça existe, on le voit, ça commence un peu, il y avait les systèmes MCP, enfin, on va peut-être pas forcément revenir dessus, mais il y avait certaines choses qui permettaient à l'IA d'actionner, donc de ne pas uniquement répondre à une requête, à un prompt, mais également de faire une action. Euh, C'était un peu balbutiant, là, on a l'impression que depuis le premier trimestre 2026, ça commence à devenir plutôt sérieux, donc ça va très vite. Est-ce que, sachant qu'aujourd'hui, moi aujourd'hui j'ai l'impression que ChatGPT ou Claude me connaît mieux que mon agent de voyage. Parce que j'échange beaucoup avec lui et qu'en fait il me connaît extrêmement bien. Mon agent de voyage va peut-être pas forcément aussi bien me connaître. Donc entre le fait que mon agent IA me connaisse très bien et qu'aujourd'hui ça commence, mais que demain on aura des agents euh, qui vont être en mesure d'actionner, de faire des actions et notamment d'ailleurs d'appeler, hein, mhm. parce que ça existe déjà, Oui, mais donc, c'est clairement là. donc est-ce que moi, en tant qu'agent de voyage, je vais devoir, pour bien connaître mon voyageur, lui demander les accès à son chat GPT? Comment, enfin, quel est l'avantage vraiment, quel est l'avantage que je vais avoir? Parce que là, que tu me dis, moi, agent de voyage, je vais mieux connaître mon voyageur, mais finalement, pas forcément. Et je vais pouvoir faire cette action, mais demain, elle va pouvoir être faite aussi. Alors, c'est drôle parce que
J'avais jamais pensé à ce point-là où tu dis, tiens, l'agent de voyage ou n'importe quel outil et donne-moi accès à ton chat GPT que je puisse avoir ton contexte au final, puisque c'est de ça que l'on parle. Contexte qui est enregistré dans la mémoire des LLM, qui est de plus en plus grande. Avant, on avait une mémoire à la conversation, on pouvait sauvegarder 10 messages, puis une conversation entière, puis 2, puis 10. Maintenant, on a presque une mémoire d'une vie, au final, qui peut être sauvegardée sur une IA, et c'est même très simple à faire. Donc oui, il y a ce contexte qui est bien présent dans les IA, mais tout dépend effectivement, comme tu l'as dit, de qu'est-ce qu'on lui raconte, de ce qu'on lui raconte à cette IA. Donc tout le monde n'a pas envie de tout donner comme information à une intelligence artificielle, d'où le fait d'avoir ce contact humain qui est toujours là. Et l'IA agentique, c'est hyper intéressant parce qu'on reste beaucoup dans l'outil et c'est donner des capacités, c'est un peu donner des bras et des jambes à une IA. Une IA, on l'a toujours vu aujourd'hui comme une capacité à sortir de l'information, du texte, pas des actions. L'IA agentique, c'est ça, c'est être capable de faire des actions, de créer, de produire des choses de manière très concrète et pas juste du texte. C'est de communiquer, de réaliser des actions, de la parole, de la voix donc, et bien plus encore. On voit des usines qui sont totalement automatisées. Je rigolais à moitié quand je voyais des vidéos en Chine avec un robot qui fabriquait dans une usine d'autres robots qui étaient des clones de lui-même. Je me dis, waouh, ça commence à aller très loin. Donc ça, c'est assez fort. Et pour revenir à des choses plus concrètes, aujourd'hui, oui, l'IA est capable de faire des actions, elle est capable d'appeler au téléphone, c'est super, on le voit tous les jours, tous les midis, entre midi et 14h, ce sont des IA qui nous appellent maintenant et puis personne derrière au bout du fil. Euh, on est capable de créer de manière plus simple et évidente dans le tourisme des devis, des books, des roadbooks, plein de choses. On est capable maintenant de pouvoir commencer à faire des réservations aussi directement grâce à l'IA. Donc c'est ça l'IA agentique, c'est être capable de faire des choses. Donc je le vois toujours comme de l'assistance aux agents de voyage, aux producteurs, aux distributeurs. Donc oui, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc après, on a le choix. Soit on réoriente nos talents en interne sur d'autres missions plus humaines ou différentes, plus dans l'exploration, dans la diversification de ces produits, ça peut être ça aussi. Soit on vend plus, et tant mieux. Soit il y a une troisième option que je n'ai pas envie d'évoquer ici. Ouais, c'est intéressant. Enfin, je me fais un peu l'avocat du diable parce que je suis issu du milieu et je crois foncièrement, je crois beaucoup plus en l'agent de voyage augmenté qu'à l'agent IA qui remplace l'agent de voyage. Pense qu'il y en aura, mais je pense qu'il y a du marché pour tout le monde. Ouais. Comme l'agence de voyage devait disparaître et avec l'arrivée d'Internet, ça n'a pas été le cas. Pour donner une Donc, petite analogie, si je me permets de te couper, ouais. dans le monde du développement, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout le monde était super excité, très content, en se disant c'est super, on va pouvoir faire plein de choses. Quel est le premier métier qui va être remplacé par l'intelligence artificielle? Les ingénieurs, les développeurs. Super. Au final, on se rend compte que quoi? Qu'il y a une chute vertigineuse des demandes de recrutement en tech, en développement. Et depuis quelques mois, premier trimestre, ça repart dans une hausse folle parce qu'on se rend compte que grâce à l'IA, c'est pas l'IA qui fait tout. Il faut des êtres humains derrière pour la piloter, pour savoir ce que l'on fait, pour construire. Et on crée mieux, on crée plus vite, plus efficacement, parce qu'on est beaucoup plus créatif, parce qu'on se prend moins la tête sur des choses évidentes qu'une machine va résoudre en 2 minutes parce qu'elle comprend et nous on est fatigué, ou on a une mauvaise soirée, ou une mauvaise journée, et on n'a pas vu le truc. Dans le développement, c'est ça. Du coup, on va pouvoir passer outre tous ces petits soucis. Et je pense que côté agence de voyage, c'est pareil. Production, distribution, tous les petits soucis qui nous embêtent, on les enlève. C'est l'IA qui va les gérer. Et on va se concentrer sur le côté créatif des choses, sur le fait de concevoir à nouveau. Je fais la même analogie parce que pour moi, c'est ça aussi ce qu'on est en train de faire côté tourisme, côté agence de voyage et Théo réceptif. C'est ça en fait, c'est de mettre à disposition l'intelligence artificielle dans ces métiers pour les rendre plus efficaces, plus créatifs, pour aller plus loin, pour faire des choses encore mieux qu'on n'imaginait même pas. Côté ingénierie développement, on est sans doute les premiers à le voir parce qu'on y a été confronté très tôt, mais ça va se déployer dans tous les métiers, ce côté-là, et je l'espère. Après, ceux qui prennent le pas, ben, ils le prennent, ceux qui ne le prennent pas, c'est plus dur à vivre. C'est pareil dans tous les métiers. Mais ceux qui y vont, ils vont se rendre compte que c'est formidable, en fait, tout ce qu'on est capable de créer, de faire,
de penser. Et du coup, la conception de voyage, ça devient super agréable, super amusant, et on fait ça en collaboration. C'est ça qui est génial aussi, par rapport à avant, où chacun faisait les choses dans son coin. Les outils qu'on évoquait plus tôt sont des outils, toujours, à part pour Excel, mais bon, voilà, et Spreadsheet, notamment sur Google Sheet, où c'est semi-collaboratif. Mais voilà, c'est des outils où on est seul en fait face à son tableur en train de son outil. Et nous, c'est d'ailleurs ce qu'on veut mettre en avant avec CocoApp aussi, c'est le côté collaboratif. On travaille tous ensemble, tout le monde peut interagir ensemble et se partager les choses au sein d'une même organisation. Et c'est là où l'IA rend les choses intéressantes, c'est prendre l'intelligence collective et à partir de l'intelligence personnelle, créer une intelligence collective très forte qui est partageable et qui est réunissable grâce à l'intelligence artificielle. Et, qui est ce collectif? Dans le sens où, au sein enfin, au sein des professionnels, des agences, des distributeurs, des producteurs, euh, si on a des outils qui sont, si la promesse que tu donnes et se transforme en réalité, enfin, j'imagine qu'elle le fait déjà aujourd'hui, euh, on va être du coup beaucoup plus productif. Mhm. Si on est beaucoup plus productif, euh, probablement certains collaborateurs vont plus forcément avoir suffisamment de, de charge de travail. Et donc, et comme on l'a vu, le métier change aussi. Donc ceux qui étaient très bons sur les outils actuels, mais qui n'étaient pas bons en relation client, qui n'étaient pas bons en production, bah, ils vont pas forcément avoir leur place. Donc l'équipe va changer, la structure va changer, j'imagine. Il faut la structure est déjà en train de changer, comme à chaque grand bouleversement, à chaque. Sûr. Quels sont donc on a vu les métiers qui vont subsister. Tu me parles de collaboratifs. Quels sont également ceux. Est-ce que du coup les entreprises auront là les agences feront plus avec moins de personnes, ou est-ce qu'il y a de nouveaux métiers qui vont émerger, de nouvelles responsabilités qui vont. C'est intéressant parce que c'est difficilement prédictible, dans le sens où on a, comme je le disais tout à l'heure, des possibilités de produire plus, d'aller chercher du développement d'autres produits pour justement éviter un désastre RH, hein, tout simplement, pour être honnête. Euh, mais en même temps, il y a tellement de possibilités, donc soit dans le développement produit, soit dans le développement humain. Ceux qui étaient entre guillemets enfermés d'une certaine manière dans de la production pseudo-technique pure et dure vont pouvoir émerger sur d'autres domaines. Tout le monde ne va pas forcément aller vers de l'humain pur et dur. Ça, il faut être honnête. Tout le monde n'est pas de nature prêt à faire ça et ne veut pas forcément, mais il y aura toujours beaucoup de travail à faire dans la production parce que les IA, ben, faut les piloter, faut les driver, et ça reste extrêmement important, et je pense que c'est important de le redire, elle fait rien toute seule. Et à côté de ça, ben, ceux pour qui c'était barbant de faire toute cette partie technique, outils auparavant, ben, vont pouvoir se concentrer sur la partie plus humaine de leur métier. Pour moi, c'est là où ça va changer. Est-ce qu'il y aura d'autres métiers? Je vois pas de nouveaux métiers à proprement parler là dans la partie touristique qui pourraient émerger. Ça va être juste une meilleure répartition des tâches, et chacun pourra un peu plus faire ce qu'il aime, je pense, par rapport à aujourd'hui. Donc celui qui est plus introverti et qui aime bien travailler avec ses outils, finalement, en fait, c'est ce qui est Il- important, c'est qu'il apprenne de nouveaux outils. c'est ça, il va être très content de Euh, découvrir tout ce qu'il peut faire avec l'IA. et celui qui est plus sur la relation humaine, bah, il va pouvoir se concentrer là-dessus. Donc en fait, chacun et la collaboration va se passer un peu dans ce sens-là, même si celui qui est dans la collaboration humaine va quand même, j'imagine, devoir un peu mettre la main à la pâte dans les outils comme il le fait déjà aujourd'hui. C'est juste le temps Oui, va être, il va être plus content parce qu'il va passer plus de temps avec les humains, quoi. c'est ça. Et après, faut savoir que ben, ça va permettre de remettre aussi à égalité, d'une certaine manière, les voyageurs et les professionnels du tourisme sur la partie technologique, plus rapidement qu'on ne l'espérait sans l'IA. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque je pense qu'il y a une opportunité pour les agences théoréceptifs de, de moderniser l'image encore plus des agences de voyage, parce qu'il y a deux choix: soit on le voit comme un service premium, soit on le voit comme un service vieillissant,
soit nouvelle opportunité, c'est de redorer un peu cette image, lui redonner un coup de peps, un coup de dynamisme, pour se dire, attendez, on peut faire quelque chose d'incroyable maintenant, nous aussi, en tant qu'agence de voyage. Venez avec nous et on va s'entendre et on va parler le même langage. Mm. Et je pense que c'est ça qui peut être aussi développé avec le temps. Et là, je suis en train de repenser à tout ce qu'on vient de se dire, et surtout sur la place que chacun va prendre, ou commence déjà à prendre. Mais ce dont on se rend compte, enfin, on l'a pas trop abordé, mais ce dont on se rend compte, c'est que là, depuis 3 4 ans maintenant, euh, que ChatGPT est sorti et que l'IA grand public est arrivé, beaucoup de personnes sont un peu inquiets. Il y en a qui disent, je suis en train de rater le train, il faut y aller, il faut se mettre sur ces outils, il faut comprendre comment ça fonctionne, etc. En fait, ce que je comprends avec CocoOp ou avec les outils qui sont en train de mettre sur le marché, c'est l'IA va être intégrée dans les outils. C'est pas, il faut pas se dire, il faut absolument que j'apprenne comment fonctionne l'IA. En tant si la tech c'est pas mon truc. Ce qui est important, c'est surtout quand il y a des outils performants, de les tester et de les essayer, mais surtout les outils de notre métier là. Ça fait 3 ans que l'IA est là. La plupart des outils déjà existants sur le marché commencent à intégrer l'IA, mais pas forcément pas forcément de manière, enfin beaucoup quoi. Mais en fait, l'IA va être intégrée dans les outils qu'on utilise, mais il faut pas se dire, tiens, il faut absolument que je sache comment fonctionne l'IA et comment l'utiliser. C'est l'outil va être là et l'outil va être ultra simplifié. Donc, c'est juste, l'IA va être, comme je travaille avec un collaborateur aujourd'hui, comme je travaille avec un outil aujourd'hui, je vais travailler avec un outil, enfin, t'aimes pas parler d'outils, mais on va travailler avec finalement un autre outil, mais sans, faut pas trop s'inquiéter sur le fait je risque de rater le train. Ce qui est important, c'est de s'intéresser aux nouveautés et d'aller voir celles qui correspondent le mieux à mes besoins. Exactement. Je pense que tu as très bien récapitulé la chose. L'IA, il n'y a pas besoin de savoir vraiment comment ça fonctionne fondamentalement. On pourrait passer des heures, et je pourrais passer des heures à t'en parler, bien sûr. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'IA arrive dans tous les outils que l'on a aujourd'hui. Donc, voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps selon les outils. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la capacité de produire plus vite et c'est pour ça qu'il y a des nouveaux acteurs, un peu comme nous, qui émergeons, qui n'ajoutons pas de l'IA sur un système existant, mais qui créent un système, un outil, sur une base d'intelligence artificielle. Donc c'est là où on va avoir la possibilité de tout faire avec de l'IA sans que ça se voit. Et c'est là où on reparle d'expérience utilisateur. Aujourd'hui, l'outil CocoApp, on clique sur le bouton créer un devis, on clique sur le bouton générer un document de voyage, un roadbook, créer un itinéraire. À part la conversation qu'on a eue avec Théa, notre IA en amont, qui se fait ou pas, il y a de l'IA partout, mais on ne le voit pas. On clique sur un bouton, ça charge, pouf, ça apparaît. Il n'y a pas de questions qui sont posées, il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de qu'est-ce que je dois lui dire, comment je dois la paramétrer ou autre. Non, juste ça fait le travail. Tout ce côté de configuration, de contextualisation, de prompting, comme on dit justement dans le monde de l'IA, il a déjà été fait par des outils comme le nôtre et comme d'autres. Donc c'est là où il n'y a pas à s'inquiéter, effectivement. Les outils arrivent, il n'y a pas besoin de savoir comment fonctionne notre ChatGPT, comment écrire un prompt. De mon point de vue, c'est pour ça que des outils comme le nôtre existent, c'est pour éviter à tout le monde de s'embêter à savoir ça. C'est important de savoir comment ça fonctionne. Mais après, voilà, les outils sont là pour faciliter la vie des gens, pas pour la rendre plus compliquée en disant je fais de l'IA et ça clignote dans tous les sens et c'est dark ou autre. Non, le but c'est de rendre ça super agréable, joyeux, qu'on puisse s'amuser et juste que ça fasse le taf hyper bien, encore mieux qu'avant. C'est mieux. Voilà. Ouais, donc au même titre que, enfin comment ce que tu es en train de dire en fait, c'est prompter, enfin savoir prompter, faut pas se rajouter de la charge mentale à se dire comment il faut bien prompter, comment il faut bien faire ça, comment il faut bien faire ça. C'était plus ou moins le cas au début, parce que on apprenait, mais en fait, au fil du temps, tous les outils sont faits de telle manière que ce soit le plus simple et le plus facile euh, pour les utilisateurs de le prendre en main et surtout d'avoir accès aux réponses et d'avoir accès à l'utilité qu'ils vont rechercher de la part de ces outils, quoi. Pour moi, c'est clé. C'est le problème qu'on a avec des chats GPT ou autres,
Ce qui est très bien, c'est une conversation. C'est pour ça qu'on a le vocal qui apparaît. C'est que c'est long de lire. Les gens, plus on en donne, plus ils veulent que ça aille vite, plus ils veulent de moins en moins de choses à faire. C'est pour ça qu'on est plus dans de la production et quand on crée, on clique sur un bouton, on veut que ça marche et que ça fasse tout de suite ce à quoi on s'attendait sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Sur notre IA, par exemple, nous, on avait un besoin extrêmement fort auquel répondre. D'un point de vue prompt, c'est quelqu'un va copier-coller un output de console Amadeus, donc il cherche avec le PNR, etc. Il le met dans Teia sans dire bonjour. Teia va proposer tout de suite de créer le voyage avec monsieur et madame Michu, telle date, qu'est-ce qu'on fait comme activité, je vois qu'ils ont tel âge, est-ce que je vous propose ça, ça, ça. Voilà. Oui, non, ok, on y va, on appuie sur le bouton, on a tout le projet qui est créé, etc. etc. Il y a, pour moi, c'est là, ça crée de la magie, en fait. Là, on parle de tourisme, on peut parler de plein d'autres domaines, et les systèmes, les outils sont là pour créer cette petite magie, au final, du quotidien qui va faire que tout va sembler plus simple, plus évident, et on va pouvoir retoucher chaque chose. Il n'y a rien qui est figé. Avant, on créait, et ensuite c'était fini, c'était figé, ou sinon fallait lire le manuel de 3000 pages pour s'en sortir. Aujourd'hui, c'est simple. Il y a quelque chose qui nous plaît pas, on demande, ça corrige. Et on itère, comme ça. Donc on est vraiment sur le conversationnel. Ce qui veut dire que aujourd'hui, l'agent de voyage augmenté, c'est un agent de voyage qui a un outil avec lequel il converse simplement, où lui donne de l'information et où lui pose des questions et l'outil va répondre. Encore une fois, l'outil, t'aimes pas ça, mais on Un dit pas outil, système. on dit quoi? Un Un système. système. Nous, Et le ce qu'on système, propose, ouais. c'est un système. Donc le système, c'est un copilote pour l'agent de voyage, quoi, en gros. Exactement. C'est un copilote qui est là pour t'épauler au quotidien, mais qui n'est pas que conversationnel. La conversation, c'est une porte d'entrée, c'est un moyen d'interagir. Aujourd'hui, c'est le plus connu avec l'intelligence artificielle. Mais en dehors de ça, c'est juste des choses qui se passent, qui se font, sans qu'on ait besoin de se poser la question ou de maîtriser la technologie qu'il y a derrière. Quand je parle de conversationnel, c'est moi en tant qu'agent de voyage, la relation que j'ai avec le système passe par la conversion, par la conversation. C'est-à-dire que je... C'est une des portes d'entrée. Ok. Ça peut rester un outil, entre guillemets, standard, donc avec des boutons, des cases, des formulaires à remplir d'une certaine manière, euh, que l'on fait manuellement, mais des choses très compliquées comme faire un roadbook ou un devis sur Canva où on va choisir les images, copier-coller, écrire son texte, etc., etc., et essayer de mettre en page, ça on oublie. C'est l'IA qui fait. Là où on a un intérêt, c'est surtout ce qu'on met beaucoup en avant, c'est l'hyper-personnalisation. Aujourd'hui, deux voyages demandés avec l'IA ne doivent pas être strictement identiques. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le contexte. Donc si on parle d'un voyage pour un couple ou si on parle d'un voyage pour une famille, même si c'est la même destination, potentiellement les mêmes activités, pour une raison qui est XY, le devis qui va être présenté, par exemple, doit être hyper personnalisé, doit être capable de s'adresser aux enfants qui sont dans la famille ou doit être capable de s'adresser avec des mots et des phrases qui correspondent au couple qui part en Mm. voyage. C'est là où l'IA va aider par rapport à une agence ou un Théo qui va proposer toujours les mêmes descriptifs pour tout le monde dans ses plaquettes. Donc c'est super, le voyage est très bien. Mais si en plus il pouvait être raconté de la bonne manière, au bon client, exactement ciblé, sans que l'agent n'ait besoin de faire l'effort de rédiger lui-même tout le contenu parce qu'il n'a pas le temps. Il en fait 15 par jour des devis. Mm. Donc il n'a pas le temps d'hyper personnaliser. Mais l'IA, elle est là pour l'aider à faire ça de manière automatisée. Donc là, on va pouvoir vraiment scaler, enfin vraiment, quel est le terme? Scaler. On va pouvoir à grande échelle vendre du voyage sur mesure. C'est notre objectif. Et on en est convaincu que aujourd'hui c'est déjà possible. Demain ça le sera encore plus. Ça sera de plus en plus accessible. Le voyage sur mesure pour nous, de notre point de vue chez CocoOps, c'est ce qui a fait que les OTA se sont développés, que des outils IA type Mindtrip aux États-Unis se sont développés aussi. C'est pour répondre à un besoin d'hyper-personnalisation, donc de sur-mesure, que tout le monde veut. Tout le monde veut son voyage. Et aujourd'hui, si on va en agence et que on a le voyage de tout le monde, c'est pas très intéressant de mon point de vue. Encore une fois, c'est très personnel comme opinion. Il y a plein de monde qui vont être intéressés par ce type de prestation et ça se vend encore énormément et ça se vendra encore beaucoup. Mais la capacité et la possibilité de faire du sur-mesure va énormément se développer puisqu'elle devient à nouveau possible. Eh bien, écoute, Vincent, j'ai encore plein de questions à te poser, mais je pense qu'on va continuer hors caméra, Avec plaisir. parce que ça va bientôt faire 1 heure qu'on échange, j'ai pas vu l'heure passer, et on arrive vraiment au bout de cet épisode. Avant de finir, il y a pas mal d'étudiants qui nous écoutent.
Ouais. Je sais que toi, en plus, tu étais prof d'université, non? Moi, j'étais prof à l'université, Ouais. plus dans la partie web et e-commerce à l'EFRE notamment. Et quel est le conseil que tu donnerais aux étudiants aujourd'hui? Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient besoin de ce renouveau, cette modernité quand ils allaient faire leur stage d'observation, leur apprentissage ou autre chez les différents tours opérateurs ou autres. On a même eu des étudiants qui sont venus nous voir pendant nos onboardings chez certains clients pour nous dire c'est génial ce que vous faites, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut prendre un café pour en discuter. Pour moi, les étudiants, ce que je donnerais comme conseil, c'est soyez curieux, gardez énormément de curiosité, allez chercher ces nouveautés, apportez-les en entreprise, venez nous voir, on sera hyper ravis de vous accueillir et de présenter CoCoop dans, dans vos entreprises et dans vos universités notamment. On commence déjà à en discuter avec certaines, on serait ravis de pouvoir mettre à disposition plutôt TIA que ChatGPT notamment dans les écoles, puisque c'est déjà spécialisé pour le tourisme. Eh ben, parfait, à bon entendeur. Merci beaucoup, Vincent. Merci Alexis. C'était top, top d'échanger avec toi et merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, pour, euh, pour réagir et retrouver les liens dont nous avons parlé, on a parlé de Mindtrip, on a parlé de CoCoop, évidemment, et bien d'autres, vous les retrouverez sur la page du podcast sur le site awayWeGo.fr, wego.fr. Et pour vous tenir informé des prochains épisodes, rejoignez-nous sur notre page LinkedIn, Away We Go, et surtout abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi à YouTube. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci Vincent.